J'appelle maintenant le professeur Constant. Imagerie multimodale et laser, sécurité lors de l'ablation, certitude en fin de procédure. Je ne sais pas. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais vous parler de l'imagerie multimodale, sécurité et certitude. La LIT est une technique neurochirurgicale là, que vous a déjà présentée, micro-invasive, je ne sais pas, utilisant la chaleur générée par le laser pour détruire les lésions cérébrales sous contrôle IRM en temps réel et assisté par robot. Le contrôle IRM donc, permet une sécurité d'utilisation, une réduction de certaines complications et des suites post-op plus simples et surtout de pouvoir vérifier en fin de procédure ce qui se passe. Alors, cette LIT nécessite un bilan IRM multimodal préopératoire regroupant des données d'imagerie morphologique en haute résolution, des données sur les vaisseaux, artères, veines, des informations diffusionnelles et en tenseurs de diffusion, parfois perfusionnelles et fonctionnelles. Donc, on vous a présenté ce qui se passe au bloc opératoire, je n'y reviens pas. Dans la salle IRM, donc, il faut qu'il y ait un transfert correct, bien sûr, des données d'imagerie en temps réel. Et puis, les orateurs précédents vous ont montré qu'on regardait, donc, comme en bas à droite, l'imagerie de phase superposée, fusion sur l'imagerie anatomique. Et en orange, on voit l'estimation de la lésion. Alors, la LIT induit des modifications tissulaires et métaboliques au niveau du tissu cérébral non mesurables par IRM seul, ce qu'il est important d'identifier et d'analyser. Au CHU d'Amiens, on a fait plus de 60 procédures sur des épilepsies focales, des tremblements, des tumeurs, et le bilan d'IRM est complété par de la spectroscopie par résonance magnétique. Cette spectroscopie est juste des séquences supplémentaires et c'est une technique non invasive, riche en informations, avec sensibilité supérieure à l'IRM qui permet d'étudier les différents processus neuropathologiques et capable de mesurer des modifications tissulaires métaboliques pouvant aider à optimiser la sécurité et l'efficacité de la LIT. Alors, vous voyez là le volume dans lequel est mesuré un spectre qui vous donne des renseignements sur à la fois les neurones, l'ADLI et le métabolisme. On a fait une analyse rétrospective de données existantes et un suivi longitudinal, IRM et spectroscopique en préopératoire, en péropératoire, en post-op immédiat, à J2 ou J7, ça dépendrait et à 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois et parfois plus. Donc, par exemple, dans les 3 pathologies, dans les thalamotomies par LIT, vous voyez à gauche donc, le type, les étiologies des types de tremblements, et puis vous voyez à droite le nombre de patients dans les différents suivis longitudinaux. Alors, les résultats morphologiques, premièrement, en diffusion, comme vous pouvez le voir sur la deuxième image, la J5, il y a un hypersignal de diffusion qui est en post-op immédiat à gauche, et puis à J2, J5 ou J7, et il est maximal à ce moment-là de 1,5 cm3.
Et puis après, à 6 mois, comme on vous l'a montré aussi sur un T1, on n'a plus d'hypersignal. C'est une lésion séquelaire. En T2 flair, c'est pareil, on voit un hypersignal en post-op immédiat, puis un hypersignal beaucoup plus important à J2, J7. Cet hypersignal est en général 2 fois supérieur à celui qu'on voit en diffusion. Il persiste à M6, mais disparaît en général à M12. Donc là, ça vous montre sur les différents patients qu'on a analysés la cinétique des volumes en paire opératoire J2, J5 et M6 pour à la fois en haut en flair avec des maximums qui vont jusqu'à 6 cm3 et en bas en diffusion. Là, l'évolution des volumes moyens, donc on voit qu'en flair, c'est en général 2 fois supérieur à la diffusion. Pour la spectroscopie, on voit une augmentation du myonositol, qui est un marqueur glial, chez quasiment tous les patients analysés. Et ce ratio s'accompagne d'une augmentation, à gauche de celui-ci, une augmentation des glutamates en post-op immédiat et à J2, J7 aussi, également, et une diminution à M6 et parfois à M12. Il existe aussi une augmentation du lactate chez 80% des patients en post-op immédiat ou à J2, J7, et par la suite, ce lactate diminue, mais peut persister chez bon nombre de patients. Il existe une diminution des CH3 phospholipides que vous voyez indiqués avec la flèche en post-op et à J2, J7, et suivi d'une augmentation progressive à M6 chez 90% des patients et probablement en rapport avec de la délynisation. Il existe aussi une augmentation des complexes NAAG corsitonique, glutamine, glutamate et GABA chez 73% des patients, suivi d'une diminution progressive. Deuxième cas, les épilepsies, et notamment les amartomes hypothalamiques, où on voit en haut, en sagittal, une diminution du volume de l'amartome après 6 mois, diminution qui n'est pas énorme en imagerie, et il y a un œdème post-opératoire maximal à J3 et un hypersignal de diffusion périphérique en anneau à J3 qui disparaît à M3. En spectroscopie, on a une diminution du NAA, marqueur de dysfonction neuronale, ou de l'effet de masse dû aux cellules de l'amartome, et ce marqueur NAA sur créatine qui augmente après l'intervention. Et il existe, après l'intervention, une augmentation de la choline sur créatine, du ratio choline sur créatine, marqueur d'inflammation ou d'œdème, et parfois de prolifération, mais là, dans ces tumeurs, ce n'est pas le cas. Il existe aussi une augmentation du lactate et des lipides, et une augmentation du myonositol en post-op immédiat et dans les jours suivants. Juste un exemple pour montrer la variabilité sur ces amartomes, la variabilité d'évolution de ces profils spectraux. Et donc, comme résultat spectroscopique et métabolique, on a une diminution du NAA sur créatine dans 6 patients sur 9, une diminution de l'ordre de 30%, et suivie par une réaugmentation de ce ratio. Une augmentation du ratio choline sur créatine moyenne de 40%. Il n'y a pas franchement sur ces amartomes de démyélisation parce qu'il n'y a pas de CH3 phospholipide. Donc, c'est plutôt dû à de l'œdème ou de l'inflammation jusqu'à M6 et après, ça change, ça diminue. Il existe une augmentation du ratio myonositol sur créatine chez tous les amartomes au début et durant la procédure et cela se normalise vers M6.
et il existe une augmentation du ratio lactate sur créatine suivie d'une diminution après. Alors, les troisièmes cas, c'est les gliomes de bas grade. Et donc là, vous pouvez voir les différents types de gliomes de bas grade et leur suivi longitudinal. Un exemple d'un cas assez simple où il y a un volume d'hypersignal T2 flair avec une augmentation de 14% en immédiat, mais maximale à 175% en J2, J5. C'est bien pour ça qu'ils reçoivent des corticoïdes. La moyenne de la baisse de l'hypersignal à 1 an est de 60% chez 4 patients. Et cette diminution est déjà visualisée à M2, M3. Excusez-moi. Alors, en diffusion, il est retrouvé chez ces patients un hypersignal annulaire en post-lip immédiat et plus étendu sur le contrôle à J2, J5. Il s'y associe une diminution de l'ADC que vous pouvez voir donc sur les images du bas, notamment en post-lip immédiat à J2 et qui diminue à M2 et qui disparaissent après. En spectroscopie, alors on va regarder en bas, c'est des TE 144 millisecondes où il y a moins de métabolites étudiés. Juste ici, on regarde ici le N-acétylaspartate et puis le lactate qui augmente après la procédure et puis dans les jours suivants et qui diminue bien sûr après. En court TE, on voit que le myonositol sur créatine est augmenté, donc il y a une réaction linéaire importante, et le lactate aussi augmente en post-op immédiat, et bien sûr, en J2, J5, diminue après, et il y a une apparition de phospholipides. Un exemple donc d'épendymome évolutif sur des contrôles successifs, chirurgie en un temps, donc avec biopsie et ablation laser. La couverture est de 100% et lead seul, surveillance, contrôle à 1 an, absence de prolifération. Ça, c'est cas simple. Il y a des cas bien sûr plus compliqués de patients de bas grade multitraités, opérés plusieurs fois, 2 fois, ayant reçu de la chimiothérapie, T-modal puis PCV, réévolution de l'IMRT, réévolution du CyberKnife en 3 fractions, puis réévolution, la LIT. Le patient va bien, le contrôle à 9 mois montre l'absence de prolifération ou d'activité métabolique significative. Alors bien sûr, il faut plus de suivi, mais ça montre la complémentarité ou la combinaison possible de cette technique et de son évaluation chez les tumeurs de bas grade. Donc, l'imagerie multimodale offre des informations et dans le neurochirurgien, dans ses prises de décision interventionnelles et dans l'évaluation de ses thérapeutiques. La stratégie de combinaison IRM et SRM avec suivi longitudinal permet donc en PEROP d'avoir une meilleure sensibilité de l'étendue de la lésion, mieux comprendre parfois ce qui se passe, la capacité d'adapter et de calibrer en temps réel les paramètres du laser, intensité, durée. Ça va permettre la personnalisation de la LIT en tenant compte de la variabilité interpatient et en post-op immédiat, une meilleure définition de l'étendue de la lésion induite par la LIT avec les mesures de volume d'hypersignaux, flair, diffusion et des biomarqueurs spectro et métaboliques, glio, énergétiques, neuronaux, membranaires ou de nécrose. En post-op subaigu et tardif, une meilleure sécurité avec parfois une mesure de l'efficacité de la lésion sur des zones distales du cerveau et on peut aussi détecter des complications. Enfin, le suivi longitudinal des variations pourrait aider à évaluer l'efficacité sur le moyen et long terme de la LIT ainsi que la détection précoce d'une éventuelle récidive, notamment pour les tumeurs. Les retombées attendues, donc meilleure compréhension des modifications métaboliques du tissu traité, identification de signatures métaboliques de l'efficacité de la LIT, une prédiction plus précoce de l'efficacité ou l'inefficacité de cette LIT par SRM versus IRM seul. Bien sûr, on se sert de la SRM et l'IRM. Étude de relation entre les données SRM, IRM, diffusion ADC, flair, voire TA avec GADO et clinique neurologique.
Je vous remercie. Alors, je veux remercier tous les partenaires et tous les participants à ce travail et merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Marc. Des questions? Tu as été tellement clair. Ah, c'est plus encore mieux. Merci beaucoup pour cette présentation de neuroradiologie. On voit que finalement, on est encore dans l'apprentissage de la confection des lésions et d'améliorer le ratio entre l'efficacité et les complications. Ça amène à penser que finalement, votre présence est absolument importante pour revoir les évaluations pendant l'intervention chirurgicale. Peut-être de la présence au bloc opératoire pour vous, du coup, si l'évolution se fait dans le sens où on le veut. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions qui méritent d'être bien évaluées et donner finalement la signature parfaite d'une action thérapeutique sans aucun effet secondaire après la suite de la procédure. Merci beaucoup. Docteur Koufina. Oui, ça fait beaucoup. Je ne connaissais pas très bien ces profils, mais on les connaît beaucoup plus, ces études en spectrographie de masse, dans lesquelles on a des profils protéiques qui sont maintenant, je veux dire, qui nous permettent presque, je crois qu'on arrive au moment où on va pouvoir faire en péropératoire des diagnostics histologiques, je veux dire, à partir de ces profils protéiques, etc. Il y a une analogie entre les deux méthodes? Oui, on peut effectivement faire de la métabolomique avec à la fois de la spectro de masse et de la spectro-RMN in vitro de biopsie, alors, en HR masse par exemple, technique haute résolution et avec onde magique, et in vitro. Mais bien sûr, in vitro, l'échantillon, alors soit il est frais, mais soit il peut être préparé, etc. Donc, quand il y a une discordance entre l'in vivo et l'in vitro, il vaut mieux croire l'in vivo. Mais bien sûr que rien n'empêche de faire de la métabolomique avec les deux, c'est-à-dire avec l'in vitro et l'in vivo. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ah, une question. Attendez, non, c'est pas possible. Le micro, c'est le professeur Lenoir. Merci Jean-Marc pour ta belle présentation. Tu les suis avec le flair T2 finalement. Oui, flair, quoi les lésions, tu les suis M3, M6, M12, etc. Oui. Flair, diffusion spectrale. Oui, d'accord. Et pour les tumeurs, bien sûr, avec GADA. D'accord. Et le flair, ça suffit pas. Le flair, c'est donc du T2 et on voit les lésions en blanc et on supprime l'eau, pour ceux qui connaissent moins bien. Là, ça suffit pas parce que il y a derrière le blanc, derrière un hypersignal, il peut y avoir de la pâleur myélinique, de l'œdème, de la démyélisation, remyélisation, il y a plein de phénomènes. Donc, autant essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Mais est-ce que tu as des lésions qui seraient prises en défaut par l'une ou l'autre technique? Je veux dire, où il manquerait au flair un suivi que tu rattraperais par une autre technique? La diffusion, je comprends bien. La spectro, c'est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre. Oui, mais bon, avec l'habitude de certains processus pathologiques, puis comme on suit quand même pas mal de patients dans chaque groupe, à la fois les tremblements, les épilepsies et les tumeurs, on a aussi de l'expérience de la spectro sans chauffage, oui. de ces processus pathologiques. Et donc, ça nous aide, bien sûr. Oui, ok. Très bien, merci. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc.